Salut, c'est Marley Ipti. On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Entre nous, le format interview dans lequel des étudiants entrepreneurs nous parlent de leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, mais aussi leur vie perso et leur organisation d'étudiants entrepreneurs. Alors si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Un étudiant sur deux estime ne pas avoir mangé à sa faim de façon répétée depuis le début de l'année universitaire 2020-2021. Et ça, c'est selon l'association Copain. La précarité alimentaire chez les étudiants est un grave problème et je dirais même un enjeu national. Notre invité du jour l'a bien compris et c'est pourquoi en parallèle de ses études de droit, il fonde l'association Équipage Solidaire et sort l'appli Delivered. Le concept de son projet et sa gestion en parallèle de ses études en alternance, Yovan Pigenet nous explique tout ça dans ce nouvel épisode. Salut Yovan, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Salut, écoutez, ça va super, ravi d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Hâte Avec de passer plaisir. ces prochaines heures avec vous. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Rentrons direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux rajouter quelques mots et te présenter rapidement par rapport à ce que Ipti vient de dire? Bien sûr, globalement tout a été dit, mais effectivement, je m'appelle Yovan, j'ai 23 ans, je suis étudiant en master 2 de droit, en dernière année de master et en parallèle en alternance au sein de la compagnie Zurich Assurance, et je suis fondateur du coup de la plateforme Delivered et coprésident de l'association Équipage Solidaire. Et je crée du contenu aussi en parallèle sur les réseaux sociaux puisque j'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram et voilà, je produis un peu du contenu, je partage mon quotidien. Donc voilà. Nice, parfait. Est-ce que tu peux du coup reprendre ta présentation, mais depuis beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, pas vraiment, mais depuis le lycée, et nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé ici, à ton assurance, à ton projet, à ton alternance, à ton projet, à ta création de contenu aussi. Raconte-nous tout. Yes, carrément. Alors du coup effectivement, j'ai pas précisé, je suis originaire de Montreuil et j'ai fait toute mon enfance à Montreuil. Donc j'ai commencé par la primaire, puis ensuite le collège, le lycée et en fait, faut savoir que d'ailleurs le lycée non, faut savoir que j'ai toujours eu des facilités, on va dire, étant donné que je viens d'un quartier qui est classé ZEB, donc le niveau était pas très élevé, je m'en suis sorti toujours sans trop de difficultés. Et arrivé du coup à l'étape du lycée, c'est là que, à la fin du collège déjà, mes parents ils étaient contre le fait que j'aille dans le lycée de secteur, donc ils ont fait par des démarches dont je On connaît détaillerai. tous quelqu'un qui a déjà fait ça, on dira pas. Voilà, exactement. Ils m'ont mis sur Paris et je suis rentré au lycée Hélène Boucher dans le 20e pour ceux qui voient ce lycée-là. Et là, ça a été la première gifle, étant donné que la différence de niveau, elle est notable quand même entre les quartiers de banlieue parisienne et Paris. Donc voilà, première petite claque quand je suis arrivé au lycée. Puis ensuite, j'ai travaillé pour vraiment éluder toute cette partie-là, hein, pour faire court. Puis je suis arrivé au bac, je l'ai eu avec mention bien, à 15,75, à 0,25 de la mention très bien. J'étais dégoûté parce qu'il y avait la bourse là, à l'époque, les 1 000 € là. Ouais, je m'en souviens très bien de la bourse de 1 000 € de l'Île-de-France pour les boursiers, Voilà, justement. exactement. Et moi, Ouais. j'ai que ça. Et quand j'ai vu 0,25, j'ai fait un recours, j'ai dit, pour 0,25, je passe à côté de 1 000 €. Ils m'ont Mm. dit, non, c'est pas possible. Mais voilà, c'était des bonnes guerres. Quand même, 15,75, j'étais assez content. C'était un bac S, ES. Bac ES, Ok. ouais. Bac ES P-Maths, pour être vraiment extrêmement précis. Et voilà, au vu du niveau où j'étais parti, franchement, j'étais content. J'avais déjà bien remonté la pente. Et c'est là que s'est posé la question du coup de la suite, hein, avec Parcoursup, etc. Donc là, j'ai mis, moi à l'époque, je voulais me fermer le moins de portes possible. J'avais un profil littéraire, donc je me suis dit, je vais partir en droit. Et là, mes parents m'ont dit, non, tu vas pas partir en droit. Tu vas faire une prépa, parce que la prépa c'est plus stimulant. Et mon père il s'était renseigné, il avait vu qu'il y avait des prépas qui existaient, notamment en droit, économie, management. Moi, je Ok. voulais pas du tout. Je leur ai dit non, c'est mort, je fais pas une prépa. Mon père il a dit, écoute, là t'es sous mon toit, ça veut dire soit tu vas en prépa, tu candidates, ou soit tu vas essayer de te débrouiller par d'autres moyens. J'ai dit, ok papa, vas-y mets la prépa. donc euh, donc j'ai candidaté pour la prépa D1 du lycée Turgot, donc qui est voilà une prépa droit économie management pour préparer le concours de l'ENS et de certaines écoles de commerce, mais surtout de l'ENS. Et je suis allé à reculons, clairement, pendant tout l'été j'étais vert parce que j'avais eu Paris 1, j'avais eu Assas, j'avais eu vraiment toutes les facs de droit que j'avais demandé. Et moi, je me suis dit, voilà, une fac de droit, c'est déjà très bien. Pourquoi aller s'enfermer à nouveau? Je vais devoir retravailler pendant 2, 3 ans de manière extrêmement intensive, comme j'ai pu le faire à l'époque du lycée. Et vraiment, j'ai pas envie. J'avais pas envie de me retaper ça. Malgré tout, j'y suis allé. Et honnêtement, c'était la meilleure décision de ma vie. Parce que je pense vraiment que c'est là que j'ai beaucoup grandi, en fait, en 2 ans de prépa. Donc, pour la petite histoire, je suis arrivé à nouveau en prépa, je me suis repris une claque parce que là, clairement, au pause, comme je le dis souvent, il parlait politique.
Il parlait Délire. J'arrive là, mais mes délires, c'est quoi? J'ai grandi dans un quartier, donc forcément, j'ai à peu près les mêmes délires que dans tous les quartiers et je parlais pas politique. Mais malgré tout, j'avais ce tempérament de me dire, si eux, ils parlent politique et qu'ils connaissent, voilà, les mouvements politiques les présidents de telle date à telle date, moi aussi, je peux les connaître. Je veux dire, j'ai les mêmes capacités qu'eux. Donc, le soir, je rentrais, je lisais des fiches Wikipédia. Pour être extrêmement clair, hein, vraiment, je me suis dit, là, j'étais dans un truc où, ouais, je me suis matrixé. Et honnêtement, pendant 2 ans, j'ai souffert à nouveau. J'ai eu très peu de vie sociale parce que là, le Mmh. niveau en prépa, il est très élevé, même par rapport au lycée. Franchement, ça avait rien à voir. Donc pendant 2 ans, j'ai énormément travaillé et ça m'a permis énormément de grandir aussi par la même occasion. Et donc voilà, donc 2 ans de prépa au sein du lycée Turgot. J'ai fait une troisième année parce que j'ai raté le concours de peu, même si OK. je ne pas le concours. Voilà, je l'ai raté de peu, donc j'ai fait encore une année de plus. Et voilà, peut-être il y a non, c'est bon. Et voilà. Et donc après ça, je suis rentré en master parce que j'avais fait une licence de droit en parallèle à Paris Mmh. 1. Et donc je suis rentré ensuite en master et la suite voilà, master 1 de droit des assurances, master 2 à l'université Paris-Est-Créteil et alternance au sein de Zurich. Enfin, c'était long un petit peu, mais voilà, là vous avez vraiment le détail. Mais c'est super intéressant parce que nous, on a plein d'étudiants qui nous écoutent et donc ça aide, finalement à retracer tous les parcours, qui puissent exister. Surtout que, bah, les prépas, c'est pas tout le monde qui connaît. Tu as eu, je pense, je me permets de dire, de la chance que ton père aussi te dise que, voilà, les prépas existent Carrément. et que tu peux y aller et que tu vas le faire, en fait, limite. Donc voilà, c'est toujours enrichissant d'avoir les parcours de tous. Je le redis, hein, meilleure décision de ma vie. La prépa, pour ceux qui nous écoutent, si vous hésitez, bah c'est vraiment, en fait, la charge de travail, sortir de sa zone de confort, ça implique forcément une progression, parce qu'on souffre, mais on habitue son esprit, son cerveau, à assumer une charge de travail qui est extrêmement conséquente. Et quand on arrive ensuite dans n'importe quel autre cursus, d'où les équivalences, hein, vous faites 2 ans de prépa, vous avez votre licence, enfin votre licence, ou en tout cas L1, L2, validé d'office, parce que ça vaut largement une licence. Donc voilà, c'était juste, effectivement, tu as raison de le souligner, on n'a pas forcément la connaissance de l'existence des prépas, et c'est un cursus qui est incroyable. Bah, trop bien. Et en vrai, non, t'as trop bien fait de nous en parler autant en détail parce que tu vois, ça, comme disait Ipsi, ça retrace le parcours et vous avez tous des parcours différents. Et en fait, vous arrivez tous à la même finalité, l'entrepreneuriat, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que les entrepreneurs, ils viennent de n'importe où et t'as pas de parcours particulier à avoir fait ou je sais pas quoi. Moi, j'ai fait un master entrepreneuriat. Ouais, Franchement, ok, je suis entrepreneur, mais ça veut rien dire, tu vois, en vrai. ouais, Tu peux avoir fait n'importe quoi et tu peux finir entrepreneur quand même, tu vois. carrément. Et du coup, par rapport à tes projets, du coup, là, tu as lancé des projets, etc. Pourquoi tu les as lancés pendant tes études? Est-ce que tu avais un but précis? Est-ce que tu avais un why un peu pour lancer tout ça? Avant, vite fait, qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous expliques tout ça. Alors aujourd'hui, je considère que j'ai 2 gros projets, indépendamment de mes études et de l'alternance. Ça va être, bah, d'un côté mes réseaux et de l'autre mon association. J'ai commencé les réseaux avant mon association. Et en termes de, enfin, je détaillerai un peu plus tard peut-être sur ce que ça m'a apporté l'un et l'autre. Mais du coup, j'ai commencé mes vidéos YouTube. Enfin, j'avais toujours cette velléité depuis que je suis petit. J'ai toujours adoré créer du contenu, peu importe en rapport avec quoi, hein. Au départ, c'était des vidéos humoristiques avec mes potes justement au quartier. Puis ensuite, quand je suis arrivé en prépa, je voulais démystifier un peu précisément ce mythe qu'il y a autour de la prépa, de voilà, on n'a pas de vie sociale, on travaille tout le temps, ce qui est vrai et en même temps faux parce qu'on peut très bien avoir une vie sociale en prépa. Donc voilà, l'objectif c'était de montrer mon quotidien. Donc je faisais une vidéo par soir où j'expliquais voilà, aujourd'hui j'ai passé ça, j'ai appris ça, je montrais mes défaites, mes réussites, et puis ça a commencé à prendre un peu d'ampleur petit à petit. Et derrière, je me suis demandé, arrivé, je sais pas, je crois que je devais être à 5 6 000 abonnés, je me suis dit comment je peux impliquer finalement ces gens. Ok, c'est cool, ils sont là, ils me suivent, ils mettent des commentaires, il y a une interaction, mais je vais aller encore plus loin. Et donc là, j'ai commencé à faire des maraudes avec mes abonnés. Et à partir de là, je me suis dit, écoute, en vrai, ça marche bien, les gens, ils aiment bien. Je vois que moi, ça me fait kiffer, autant le déclarer, autant le faire dans les règles de l'art et développer une structure, tout ça. Donc ensuite, j'ai fait appel à Isma, qui pour la petite histoire est du coup un abonné initialement, qui était en Guyane et qui est venu en métropole parce que je l'ai matrixé avec la prépa. Et donc il a fait la même prépa que moi. Et j'ai créé ça du coup avec Isma et Adam. Adam, c'est mon meilleur ami, mon frère, mon meilleur ami d'enfance. Et on a fait des maraudes du coup. Je sais pas si je détaille trop peut-être ou. Non, vas-y, en vrai, vas-y. Ok, on a commencé avec les maraudes, voilà. Et après, il y a eu la crise du Covid. Et moi, de toute façon, déjà avant même la crise, je leur avais dit, les maraudes c'est bien, mais il faut qu'on innove. En vrai, il faut qu'on fasse autre chose. Il y a d'autres assos qui le font mieux que nous. Moi, j'avais un engagement associatif en parallèle avant. J'étais au Secours Populaire, j'ai fait Utopia 56. Je leur ai dit, ça, ils le font mieux que nous. Donc, tant qu'à faire, autant qu'on rejoigne une asso et qu'on le fasse avec eux, parce que là, on est juste en train de faire quelque chose qui existe déjà et peut-être en moins bien. Et de là, j'ai pensé outil numérique. Il y a eu la crise du Covid et je me suis dit,
faut qu'on fasse une plateforme pour les étudiants. Et en fait, on était déjà face à ce double constat d'une précarité étudiante d'un côté et d'un gaspillage alimentaire de l'autre, parce que nous, on récupérait des invendus déjà à l'époque pour les maraudes. Et c'est là qu'est née l'idée de la plateforme Delivered, un soir, dans ma chambre. Hors blague, hein. Je l'ai posé, je me suis dit, en vrai, il y a grave un truc à faire. Bam, je commence à écrire, tac, 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 dans mes notes. Le lendemain, j'en parle à ma sœur. Elle me dit, ah, franchement, c'est bien, mais vas-y, c'est trop compliqué, ça marchera jamais. Là, tu me parles d'un truc, c'est idyllique de ouf, tu vois. Malgré ça, bah, je me suis dit non, faut le faire. Et dans l'asso, j'en parlais aux gens et ils me disaient, en vrai, ça se voyait, c'était pas déter. Parce que ils avaient déjà leur petit train de vie, ils avaient déjà leurs petites habitudes avec l'asso, ils aimaient bien, et ils se voyaient pas forcément changer du tout au tout, du jour au lendemain, se consacrer à un nouveau projet, qui plus est un peu incertain, parce qu'on n'avait aucune certitude à l'époque de est-ce que ça va fonctionner ou non. Mais je les ai motivés. J'ai imposé de toute façon, j'ai dit, écoutez, c'est là, les maraudes, on va mettre en pause, on va se concentrer sur ça. Donc, soit vous allez faire vos maraudes ailleurs, ou soit vous me suivez. Donc, il y en a qui ont pas suivi, hein, qui sont partis. Et pour ceux qui m'ont suivi, voilà, on a lancé la plateforme Delivered et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, là, je reviens pas. En vrai de vrai, c'est incroyable, vraiment. Donc, voilà, pour la petite, C'est huge, c'est un truc de ouf quand même. En fait, ce qui m'impressionne le plus, parce que, enfin, historiquement, dans ce podcast-là, on accueille beaucoup de personnes qui sont issues, d'entrepreneuriat, Startup Nation, on assume totalement ce côté-là, tu vois? Et en fait, bah, on s'est dit aujourd'hui on accueille un étudiant qui est plus dans l'associatif, mais dans la recherche de tes idées et cetera, on retrouve les mêmes patterns, en fait, on retrouve les mêmes choses. Tu pars d'un besoin, tu te diriges vers la tech pour répondre à ce besoin finalement, en développant une app, et en répondant finalement à 2 enjeux nationaux qui sont qu'il y a littéralement des étudiants qui crèvent de faim et à côté de ça, quand tu sors, le soir vers 22h à côté de Franprix, tu vois qu'il y a plein d'aliments gâchés et tu te dis: «Il y a un problème, en fait». Hem, mais finalement, faire des maraudes, j'ai envie de dire, je vais pas avoir l'audace de dire que c'est facile à organiser, mais je pense que c'est moins compliqué de développer qu'une application. Donc comment s'est passée finalement la transition, de «OK, on fait des maraudes, pardon, à, il y a une app sur mon iPhone»? Là, tu veux que je parte dans un monologue de 1 heure, là? Ah, la transition, elle a été archi longue. Dans un premier temps, la transition, elle émane dans mon cerveau. Quand en gros, je constate tout simplement que, en fait, les maraudes, comme tu dis, c'est accessible et c'est déjà un secteur qui est couvert par d'autres associations, encore une fois, qui ont l'expérience. Le Secours populaire, tu regardes historiquement, pas les Restos du Cœur, mais ouais, voilà, Secours populaire, Secours catholique, tout ça, c'est des structures qui existent depuis des dizaines d'années. Et ils le font très très bien d'un point de vue logistique, d'un point de vue machin et tout. Et j'ai dit, en vrai, les gars, si on veut se démarquer, si on veut innover, moi, le but, c'est que l'asso, on s'impose parmi top 10 asso en France, tu vois. Enfin, quand je fais quelque chose, c'est avec l'objectif de l'amener très haut. Je veux pas faire quelque chose et le faire juste me dire, bon, c'est cool, on l'a fait. Non, quand on fait quelque chose, on y va. C'est comme YouTube. J'ai commencé YouTube, j'avais en tête que j'allais péter le million. J'ai pas le million encore. Et c'est pour ça que je continue de temps en temps à faire des vidéos en espérant que. Mais c'est pas juste, je vais faire des vidéos et je vais me dire, bon, allez, je vais partager mes trucs. Il y a ça, mais il y a aussi l'idée derrière d'en faire quelque chose. Donc, l'asso, c'est bien, on commence à faire le tour un peu des maraudes, et de là, je me dis, voilà, faut qu'on fasse autre chose pour s'imposer. Donc là, je pense innovation. En vrai, dans n'importe quel domaine, peu importe que ce soit start-up ou autre, il faut innover. Si on veut marquer si on veut marquer notre domaine, il faut amener quelque chose d'innovant, parce que sinon, c'est juste faire quelque chose comme les autres, et peut-être le faire en mieux, mais voilà, ça se démarquera pas. Et de là, voilà, je pense à outils numériques, parce que les étudiants, ils sont beaucoup sur les réseaux, ils sont beaucoup sur leur téléphone, tout ça. On est la génération Z, et en même temps, je me dis, il y a tellement d'outils. Bah voilà, il y a l'application. Avant ça, il y a eu le site, la plateforme, et franchement, ça y va crescendo. J'ai pas au départ, moi, quand je pense au truc, effectivement, je pense à une application. Et je le dis même, il y a des anciennes vidéos qui datent d'il y a 2 ans où je parle d'une application. Et j'ai eu ce matin un abonné qui l'a mis en story et qui me dit, ouais, est-ce que tu te rappelles cette vidéo où tu parlais de ça? Donc au départ, j'ai cette idée. Mais quand je pense Delivered, je me dis, on va pas faire une application tout de suite parce que c'est impossible. Tu vois, ça demanderait trop de temps de travail, machin. On va commencer simple, on va commencer avec un site. Donc de là, on lance un premier jet du site qui est à l'époque vraiment le strict minimum. C'est-à-dire, c'est un Google Form en fait. Mais sauf que c'est pas un Google Form, c'est vraiment un site www.delivered.org, mais ça fonctionne comme Google Form. C'est juste un petit truc, il y a pas d'un point de vue UX, il y a rien du tout, il y a pas de fonctionnalité, il y a pas d'animation, il y a rien, c'est un truc simple. On lance ça, je me dis de toute façon pour l'instant, il faut que ce soit fonctionnel. On lance dans les faits, on trouve les partenaires, on le développe et ensuite on l'améliore. Donc on lance ça. Très vite, moi je pensais on a réfléchi ensemble à une stratégie com.
C'est juste que je me suis dit, il faut que vraiment tout va se jouer sur la communication. Donc, on pense à une stratégie com sur un mois. On lance le projet, on développe la stratégie com et ça se passe encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Parce que on est contacté très vite par des médias type Brut. En fait, ça a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux. J'avais mis un tweet sur mon compte Twitter qui a marché de ouf. Et derrière, voilà, il y a Brut, France 3 qui nous contacte. On fait les reportages. Enfin, on fait un reportage d'ailleurs parce que pour la petite histoire, Brut en fait nous pose un contrat d'exclusivité. Il nous dit c'est soit vous prenez France 3, soit nous. Vous pouvez pas prendre les deux parce que nous on veut machin. Donc du coup on choisit Brut. Brut, le reportage il sort, là ça prend encore plus d'ampleur. Et là je me dis bon vas-y, il faut qu'on refasse le site, tout ça bien comme il faut. Donc à Et partir de là, attends, ouais. excuse-moi, je te coupe. Juste là, en termes de temporalité, on est où là? On est en quelle année? On est à quel moment? Alors Bref, très bonne question. Le lancement de la plateforme c'est le 1er mars 2021. c'est en 2021. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, Ok, on voulait ok, ok. vraiment une date qui marque les esprits. 1er mars 2021, lancement de la plateforme. Reportage Brut, on est sur quelques semaines plus tard, je crois, on est en avril, je pense, début ou mi-avril. Ok. Et après le nouveau site, tout ça, ça arrive mai, juin, ouais, dans ces eaux-là. Ok, Donc donc ouais, c'est sur un timing qui est quand même assez short, tu vois. hyper short. Mais Ouais, en ok. fait, toute l'asso aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'elle existe, tout a été fait sur un timing hyper short. Mais surtout au début, effectivement, c'est allé très vite. Et à partir de là, du coup, il y a des équipes qui nous rejoignent. Donc là, c'est cool. On commence à vraiment faire gonfler le truc, etc. On a d'autres médias. Et après, voilà, après, il y a eu plein d'autres étapes, mais je pense que les principales étapes, c'était ça sur le lancement. Trouver les partenaires, gérer la com sur les médias, tout ça, recruter des livreurs. Et après, ça s'est mis en place petit à petit. Moi, j'ai continué à faire énormément de contenu sur ma chaîne YouTube en rapport avec ça, sur mes réseaux. Ça fait que j'ai des abonnés qui me disent, bah écoute, on a vu ce que tu fais avec Delivered sur Paris. Franchement, nous, on est à Montpellier, on est une équipe de 10 personnes, on est grave déter, on aimerait faire ça aussi sur Montpellier. Bam, on rentre en contact, machin, ça ouvre sur Montpellier. Un mois plus tard, pareil sur Lyon, un mois plus tard, pareil sur truc. En fait, toutes les villes, sauf là. Plus récemment, là, on est en train de vraiment s'étendre. Et là, c'est plus des abonnés, c'est des personnes qui nous ont découvert autrement. Mais au départ, vraiment, c'est grâce à ma communauté. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça archi lourd de passer du réel, du virtuel au réel de cette manière. Franchement, c'était trop cool. Donc voilà. Et après, lancement de l'app. Donc là, c'est vraiment plus tard et c'est après un travail de 1 an et demi parce que très vite en fait quand le nouveau site il sort on est contacté par des développeurs qui nous disent écoutez les gars on a vu ce que vous faites franchement c'est lourd on est étudiants nous aussi et en vrai on aimerait grave participer au truc et je pense qu'il y a moyen de le convertir en application et là je leur dis bah écoutez même moi j'avais déjà pensé à ça et tout tac de là premier call première réunion 1 an et demi dites-vous juste pour trouver la police d'écriture c'est 3 mois juste la police d'écriture les votes, machin c'est une dinguerie je pense qu'on se rend même pas compte de tout le travail que Daniel, en l'occurrence, il a fourni sur l'application. C'est un monstre. Genre un mec qui développe. Euh, C'est fou. Daniel, en ce moment, il est encore étudiant. Encore étudiant, il a Ok. 19 ans pour vous dire, il a Bah, 20 ans. on mettra son contact à un bar d'infos, comme ça, si peut-être il y a des personnes De qui sont ouf, intéressées par des petites missions freelance. de ouf, Daniel a de ouf. développé l'appli Delivered, ok? Déjà, il y a ça sur son CV. Il C'est a pas fait que suffisant. effectivement, c'est un monstre. Ouais, Tu parlais de stratégie de communication pour lancer justement Delivered. Sauf que toi, t'as pas du tout fait d'études de com, mais tu t'es lancé un peu en fait dedans en créant du contenu. Comment aujourd'hui, bah, tu arrives justement à avoir quelle est en fait ta recette finalement a posteriori pour avoir une stratégie de com aussi impactante? c'est ça aussi, c'est ouais, décidément, c'est que des excellentes questions. Euh, C'est un podcast, oui, très bien travaillé, merci. Disons que la stratégie communication, aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde où tout passe malheureusement par la communication. C'est-à-dire que, en soi, vous pouvez avoir le meilleur podcast au monde, la meilleure idée au monde, ce que vous voulez, si vous êtes dans votre chambre et que vous n'arrivez pas à le faire connaître au grand public, ben, en fait, ça restera à l'échelle de votre chambre. Donc, ça passe par la communication. Et comme tu dis, j'ai pas fait des études de com, mais très vite, en fait, je suis plongé dedans, on va dire, de manière inconsciente ou consciente, hein, à travers ma chaîne YouTube, parce que avoir une chaîne YouTube, en soi, c'est un travail de communication pour avoir le bon référencement, se faire connaître, faire les bonnes recettes, les titres, les bonnes miniatures, machin, tout ça c'est de la communication. Donc je commence déjà avec la chaîne YouTube, cet aspect un peu, je travaille des stratégies, je me dis ok, faut que je sorte des vidéos à tel moment, faut que je fasse plutôt tel sujet, faut que je sorte sur des sujets d'actualité, machin. Et après, avec l'application, enfin avec le Delivered en l'occurrence, là, ça c'est encore une autre ampleur. Parce que là, en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, il y a tellement de communications différentes. En fait, il y a la communication externe et interne, vraiment pour faire très gros. Et après, avec la communication externe, c'est qui on va toucher, comment on va convertir derrière ce qu'on a en termes de communication, mais en termes concrets. En communication interne, c'est comment on va engager les gens, comment on va leur faire vivre les coulisses, comment on va truc. Donc aujourd'hui, on a 3 comptes Insta, on a
2 comptes Insta, enfin plusieurs d'ailleurs, une quinzaine, mais avec tous les delivered. On a un compte Insta delivered principal, un compte Insta équipage solidaire et un compte équipage staff réservé aux membres. Donc vraiment, il est caché tout ça, il est en privé, enfin il est caché. On peut le voir, mais voilà. Et lui, ce compte-là, il est dédié aux membres et tous les jours, il y a du contenu dessus. Mais c'est que de la communication interne, c'est pour créer de la cohésion. Et tout ça, c'est des questions qui viennent en fait au fil de l'eau. Genre, j'ai envie de dire, peu importe qu'on ait fait de la com ou non, quand on regarde, moi, c'est des questions que je me suis posées très rapidement en me disant, en vrai, c'est cool, on est une asso, mais les gens, comment on fait pour les impliquer au max, tu vois, dans le truc? Et en vrai, ça passe par ça. Ça passe par montrer les coulisses, machin. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints parce qu'on a filmé les coulisses, parce qu'en montrant le quotidien dans l'asso, je leur ai montré que, en vrai, tu vois, c'est cool, on peut avoir une asso et faire des trucs, tout ça. Donc, la communication, ça joue énormément. C'est un truc de ouf. Ça Mm. joue de ouf, de ouf. Mais Ouais, mec, bah, non, non, pour vas-y, vas-y. l'anecdote avec Marley, on l'a compris avec ce podcast-là, tu vois, parce que, enfin, on va en parler ou on en aura déjà parlé le temps que l'épisode sorte dans un autre EP. Mais en gros, on a fait je vais pas envie de dire des erreurs de communication, on a fait des choix en communication qui ont fait que notre podcast aujourd'hui, il est connu par une toute petite communauté, enfin, il est pas gros en gros, double jeu de mots, mais parce on a communiqué sur un réseau social où il n'y avait pas énormément d'étudiants. Et en vrai, c'était un choix parce qu'on voulait plus que ça serve notre personal branding de base. Ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à scale. Et aujourd'hui, on s'est reposé des questions pour dire, ok, quand on veut scale notre podcast, maintenant, comment on fait, tu vois. Et les questions de quel message, quelle personne, quelle plateforme, ça paraît simple de l'extérieur et en vrai ça rend fou parce que faut faire les bons choix, ça demande beaucoup de travail, ça demande de tester et quand ça marche pas ça fout le seum parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Ouais, carrément, carrément. Ouais. En fait, c'est ça, c'est du test et je pense qu'il faut juste qu'on exécute, qu'on ait des idées, qu'on déroule et on voit si ça prend ou si ça prend pas, tu vois. Et Ouais. comme toi, quand tu as commencé à créer du contenu au début, tu sais, tu le disais, tu vas à fond, mais en vrai, je pense qu'il y a pas, tout n'a pas marché comme ça d'un coup au début, tu vois. Et Non, je non, pense qu'il y a les crescendo, tu vois. la plupart même ça a flop en vrai. Quand on regarde, si on fait le bilan, on va être honnête, hein, de toute façon c'est impossible de faire c'est dur déjà de rester dans la durée. Quand tu regardes, en vrai, on a eu des périodes de buzz, euh, pour maintenir ça, c'est compliqué. Pourtant, moi, à côté des études de l'alternance, de tout ça, voilà. Je passe vraiment, c'est un 35 heures l'assaut. Ça veut dire que j'y passe tout mon temps. Donc, quand on a eu ces périodes-là, je me suis dit, OK, je vais tout faire pour qu'on maintienne. C'est-à-dire, c'est pas grave s'il faut que je fasse un réel par jour, s'il faut que je passe mes nuits à faire du montage, je le ferai parce que je veux le truc. Mais malgré ça, en fait, c'est tellement, ouais, c'est compliqué. Parfois, c'est beaucoup de chance, c'est beaucoup d'aléas, de facteurs extérieurs qui rentrent en compte et sur lesquels on n'a pas forcément la main. Mais c'est compliqué de se maintenir au top. Peu importe le domaine, peu importe le truc, tout ça c'est de la communication, mais avoir une communication pertinente sur le long terme, c'est compliqué, hein. Se renouveler sans arrêt, Ouais, bah ouais. c'est ah ouais, c'est difficile. Ouais, Donc franchement, c'est jamais simple. Mais attends, pour rester dans le sujet de la communication, parce que t'as dit un truc tout à l'heure, ça a fait tilt de ouf dans ma tête. ouais, T'es le premier mec que je rencontre, la première personne qui me dit, je fais une communication interne sur un réseau social public. En gros, t'as un compte Insta ouais. où c'est pour la com interne, en gros, tu t'as dit. Mmh. Et du coup, moi j'ai une question, c'est l'idée elle sort d'où? Pourquoi t'es pas allé sur un WhatsApp, un Discord, un Slack, un je sais pas quoi, et tu leur partages quoi en fait sur ce compte Insta aux gens, tu Alors aujourd'hui, on a un Discord, c'est notre canal de communication principal, on a des groupes WhatsApp, on a énormément de canaux de communication, textuels. Maintenant, en vrai, dès le départ, moi, j'ai tout misé sur la vidéo. C'est-à-dire que tu regardes aujourd'hui, tu prends 90 des assos, sans aucune prétention, tu regardes leur contenu pas audio, pardon, tu regardes leur contenu, ouais, audiovisuel, en vrai de vrai, il est pas enfin, il est pas tout dépend encore une fois du public qu'on cible et cetera, hein, mais disons que nous, on a vraiment misé sur l'authenticité. Tu regardes notre contenu Mmh, aujourd'hui, c'est presque du direct. En vrai, ouais. il y a pas de vois. préparation, il y a pas de machin, on filme toutes les coulisses. Tout, 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 tout. Moi, j'arrive à l'assaut, j'allume mon téléphone. Dites-vous, j'ai 2 téléphones, 126 gigas, les 2 ils sont complets. Et je suis obligé de supprimer au fur et à mesure parce que moi, j'arrive, tac, les gars, ça va ou quoi? On est où? Bam, on fait quoi? Les gars, regardez, Mmh, machin. On filme mmh, tout. mmh, Les mmh, gens, en fait, ils sont en immersion. Et c'est pour ça, quand ils voient les personnes qui y sont, ce qu'on fait, l'ambiance, machin, ils se disent, en vrai, j'ai déjà tout vu, je peux y aller, tu vois. Je mmh. sais dans quoi je m'embarque. Je vais pas partir dans une asso où j'ai juste vu un post avec du texte. Ok, ça, il le faut, tu vois. Mais derrière, et c'est pour ça, pour répondre à ta question, pourquoi ça? Parce que tout le temps des stories, que des stories. Là, je vais mettre une story à la fin du podcast, bam, machin. Et ça, c'est que pour les membres en interne, pour qu'ils voient que ça bouge. Stylé, putain, franchement, c'est stylé de ouf. En fait, Ça me je pense fait que la com des autres assos, elle est super corpo.
Elle ressemble vachement aux communications des entreprises. Ouais, trop corpo, ouais, de ouf. Et ce qui matche pas avec votre audience et votre cible finalement. Donc c'était une fois un peu innovant, en même temps j'ai envie de dire évident parce que bah on est jeune, comment Mmh. t'attires, tu vois. Ouais, ouais. Mais super intéressant ce volet communication. On va y revenir après parce que j'ai encore quelques questions pour te cuisiner sur le sujet. Avant ça, ton rôle toi en tant que président, c'est ça, ou coprésident de l'association Équipage Solidaire, il consiste en quoi finalement? Waouh! Ah, ça, c'est tellement large. En vrai, malheureusement, ça consiste en tout, hein. Aujourd'hui, en vrai, quand je regarde, on est structuré comme une entreprise parce que au fur et à mesure, on était obligé de mettre des process en place. On est un peu plus de, alors, en tout, on est plus de 1200 dans l'asso. Si on regarde livreurs et membres permanents, on distingue donc membres permanents qui sont les personnes qui concourent au bon fonctionnement de la plateforme tout au long de la semaine, donc ceux qui sont vraiment impliqués, et les livreurs bénévoles. En membres permanents, on doit être 500. Donc, en gros, on est 500 personnes à travailler sur l'assaut dans plusieurs villes en France et on était obligé au bout d'un moment de mettre en place des process sur tout. Les financements, les locaux, les assurances, les comment on fait une demande de subvention, tout ça en interne c'est structuré. Donc ça veut dire que par exemple Strasbourg ils ont besoin d'un chose, il y a un processus comme dans une entreprise, ils passent par un mail, une personne dédiée, ils vont remplir un truc qui va ensuite passer au niveau supérieur. Si c'est validé au niveau supérieur, ça arrive aux membres du bureau. Les membres du bureau, en l'occurrence c'est nous, on valide, on en discute entre nous, on le vote. On a encore un papier qui dit qu'on a voté ça, on renvoie à Strasbourg, c'est bon, on contacte le comptable, on leur dit c'est bon, tu peux valider ça. C'est vraiment, et ça c'est un exemple parmi tout ce qu'il y a dans l'assaut, tous les process, les récupérations d'invendus. Dites-vous quand, je sais pas, Pepsi vont nous livrer 7000 céréales, ok, 7000 paquets de céréales. Sinon, comment on répartit en fonction de quel truc? On a un back-office avec le nombre de livraisons qui sont faites. Donc là, on va contacter les responsables de chaque ville. Au niveau de la place, c'est comment? Ok, est-ce que tu peux voir avec un tel? Ok, si on vous fait livrer, ok, qui va livrer? C'est tous les jours, c'est que des questions comme ça. Donc mon rôle, parce que je me suis écarté de la question, ça va être d'une part de fixer les stratégies et les grandes orientations de l'association. Donc en gros, ça va être quoi? Là, on a des livrets, mais on a plein d'autres projets qui vont arriver, encore plus gros limite que des livrets. Donc d'une part, c'est fixer les gros projets, les grandes orientations. D'autre part, d'assurer du coup le fonctionnement et le développement de la plateforme. Troisièmement, de représenter l'asso en extérieur, donc sur un podcast comme celui-là, sur d'autres médias, tout ça. Quatrièmement, de gérer les questions managériales, on va dire, hein, parce qu'il y a toujours des petits désaccords, surtout quand il y a de l'argent, des médias et tout, peut y avoir des conflits. Donc ça va être une gestion que je vais assurer avec les responsables RH. Donc c'est les responsables RH, moi je suis en backup, mais quand même, in fine, je peux intervenir. Et après, ça va être tous les petits trucs au quotidien. Faut signer 3000 documents là-bas. Après le podcast, je vous jure, je dois envoyer un document justement de financement pour Strasbourg là. Ça me prend la tête. Je sais que je vais y passer au moins 1 heure. Je vais devoir compléter les trucs. C'est beaucoup de paperasse. Beaucoup de paperasse. Ça, c'est trop chiant. C'est le côté qu'on montre pas forcément. Même moi, en vrai, je le montre pas parce que c'est pas intéressant. Je le montre juste de temps en temps pour que les gens y comprennent. Mais c'est tellement de paperasse. C'est tellement chiant. En vrai, ça, c'est pas amusant. Mais ouais, ça fait partie du jeu. Donc, voilà, ça consiste en ça. Tu nous parlais d'applications, d'équipes de 500 personnes, de stratégie de communication, de faire de faire un formulaire sur un site en MVP, donc un minimum viable product, en gros un produit de base avant de lancer le gros truc, de paperasse, de comptabilité. T'as le quotidien, pardon, d'un CEO de start-up, enfin même plus dense. Moi je travaille du coup en start-up dans un gros incubateur et tout. Donc je suis confrontée, je vois ça, je suis même pas confrontée moi, je laisse ça pour eux, tu vois? Je suis pas laissez-moi dans mon rôle d'alternante, tranquille. Ouais. C'est en fait, tu as un deuxième taf, mais c'est pas un 35 heures que tu as en vérité, c'est Ah, c'est une dinguerie, vraiment. Et en vrai, tu vois, je le dis pas, je laisse les gens le dire parce que sinon, vous savez, ça fait des trucs, etc. Mais ouais, non, en vrai, c'est prenant de fou malade. Bah, en fait, comme je le dis souvent, c'est des choix que je suis obligé de faire. Par exemple, l'année dernière, quand il y a eu l'année dernière, là, jusqu'à ces derniers mois, en fait, c'est tellement d'infos, genre, c'est des campagnes d'affichage. Quand tu regardes, en vrai, il y a très peu de marques qui font genre des campagnes d'affichage là, on a fait une campagne d'affichage dans toute la France. On a fait ça, on a fait une vidéo avec McFly et Carito, Boulanger, on est en partenariat avec eux. La DG de la Fondation Boulanger, elle m'envoie un message où on se parle régulièrement et tout, elle me dit, ouais, tu sais que même nous, on n'a pas réussi à les avoir. McFly et Carito, ou alors on doit payer, on a une Asdas, on a dû payer X machin et tout. Vous avez McFly et Carito sur une vidéo complète sur leur truc. Elle me dit c'est un truc de fou. Je sais pas si tu te rends compte. C'est une campagne d'affichage plus les machins. Donc effectivement c'est archi prenant. Et en fait j'ai ça, mais comme tu dis à côté j'ai les cours. C'est-à-dire que j'ai mon master à valider, ouais. sachant que l'année dernière
pour la petite fierté, je le dis, j'étais major de promotion. Bravo. Donc, Non, bravo, on prend un moment pour te féliciter parce que quand même, Master droit des assurances, un des meilleurs de je le France. pose. Je le pose. Celui de Créteil, c'est un des plus réputés parce que c'est le plus Voilà. ancien. Voilà, Mais maintenant, petit aparté, tous ceux qui parlent mal de Créteil et de l'UPEC, entendez bien ce qu'il a dit, s'il vous plaît. non, moi je kiffe de ouf. On pourra en parler après, mais ouais, franchement, c'est incroyable. Et après, bon, les masters ne se valent pas dans toutes les facs d'ailleurs, Bien sûr, mais il y a des masters qui sont très réputés à Créteil, bien sûr. en droit comme dans les autres matières, en sciences, tout ça. Donc, voilà. Mais ouais, c'est du boulot. C'est ouf. Et la question là évidente que tout le monde se pose actuellement, comment tu fais pour t'organiser? Bah ouais, putain, j'ai la même qui m'a traversé l'esprit. Je me dis, comment tu fais? Est-ce que tu te réveilles à 5 heures du mat et tu te couches à 4? Comment ça se passe? Franchement, en vrai, alors déjà, premièrement, je suis pas du tout organisé. T'as vu, je suis pas dans le truc de les posts LinkedIn, ouais, grave, l'organisation, tout, c'est totalement faux. Je te dis, j'ai pas passé beaucoup de temps avec ma famille, je m'en suis voulu. J'ai eu des trucs où, frère, j'étais en mode wesh. En vrai de vrai, tout ça c'est bien, hein, mais t'as vu, voir ma petite sœur quand elle a besoin de moi, voir ma mère le soir quand je rentre et tout, c'est 1000 fois plus important. Donc, franchement, Mmh. je suis pas organisé. Honnêtement, c'est que des sacrifices que je fais. Je suis tout le temps dans le rush. Je promets tout le temps 3000 trucs à 3000 personnes. C'est-à-dire que je mets toujours en porte-à-faux vis-à-vis d'eux parce que je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, je dirais pas que je suis organisé. Après, forcément, ça implique de l'organisation parce que je sais pas moi, en fait, c'est une loi, je sais plus laquelle. À chaque fois, en plus, je dis qu'il faut que je regarde, mais il y a une loi qui dit que, en fait, plus t'as de choses à faire, plus t'es obligé d'être performant dans ce que tu fais, genre productif. Parce que c'est vrai, quand par exemple, je sais pas, je me fixe une session de travail de 2 heures, je me dis après les 2 heures, j'ai d'autres trucs à faire, mais genre je pourrais pas tirer dessus parce que je suis obligé de les faire. On attend un document de ma part, on attend un mail, un machin, je suis obligé de le faire. Donc je me dis vas-y là, déconnecte-toi, mais il faut que tu t'y mettes à fond. Mais je suis pas organisé, je suis comme tout le monde en vrai. Mmh. Je perds du temps sur certaines choses qui sont inutiles. J'ai des moments où je fais rien, où je me pose des questions. J'ai aucun moment où je m'ennuie. Par contre, tu vois, ça, en vrai, je peux le dire. J'ai tout le temps des trucs à faire. Moi, j'aime bien, mais j'ai plein de questions, plein de moments où je me pose plein de questions, où je doute. Mmh. Je me réveille pas à 5 heures du matin. Je dors. Ça m'arrive très souvent de me coucher tard, mais après, j'essaye de compenser. J'essaie toujours de dormir au maximum. Après, il y a des semaines où forcément, je vais pas dormir beaucoup parce que, bah voilà, forcément, je sais pas, je dois compléter un truc avant telle date, donc je vais me coucher à 3 heures, je vais me réveiller à 7 ou 8 heures pour aller au taf ou en cours. Oui, mais ça, la personne qui te dira qu'elle fait ça tout le temps, c'est une menteuse parce que le corps, de la même manière qu'un téléphone, il a besoin de batterie pour fonctionner, ton corps, il a besoin de sommeil. Ou alors tu fais un burn-out après même pas 6 mois. Donc Mmh. ça, c'est faux. Je compense toujours d'une manière ou d'une autre avec du sommeil. Donc et sur l'organisation, bah j'ai un agenda, j'ai découvert l'agenda, du coup j'étais obligé. Franchement, c'est classique, hein, mais c'est lourd. Franchement, avoir un agenda qui est bien un truc et tout, c'est carré. Et j'utilise beaucoup les notes. Bah OK. regarde, carrément, je les ai sous les yeux là. Je vais te dire, j'ai 2117 notes sur mon truc. Je fais tout le temps des notes sur plein de trucs. Après, je les Ouais, ouais, trie, t'écris des etc. choses, putain, ouais. Et j'écris beaucoup. Donc ouais, voilà. Non, en vrai, stylé au niveau de l'orga et enfin de l'orga, de la semi-orga. Mm. Mais en fait, j'ai envie de dire, ouais, c'est surtout que t'as pas le choix en fait, tu vois. T'as pas le choix, donc à un moment, tu sais Voilà, qu'il faut faire ouais. et t'as des deadlines et en vrai, faut exécuter, donc t'exécutes, point, c'est tout, tu vois. Voilà, Donc c'est un peu ça, exactement. tu vois. J'ai pas le temps de remettre à demain en fait. Voilà, je Bah, pense que c'est c'est le ça. principal point de l'organisation. C'est que malgré moi, en fait, j'ai pas le temps de remettre à demain. Je dois le faire, donc je le fais. Et voilà. Il y a un an, je disais à Florent Bonnefond, qui est le cofondateur du podcast Flomodia, enfin du média Flomodia, je lui disais en fait, plus t'as de choses à faire, enfin plus t'as de choses à faire, moins t'as de temps, et plus tu fais les choses en fait. Parce que quand t'as trop de temps, en fait, Mm, mm, mm. tu fais rien en vérité. Et aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec un ancien invité de notre podcast, Marwan, et en fait, je discutais sur la créativité et la capacité à produire, et je disais en fait, quand t'as trop d'activités, même quand t'as du temps, juste le fait d'être fatigué, ça t'empêche de produire et ça De t'empêche fou, d'être créatif. Toi, tu fais de fou. beaucoup de choses. Comment tu fais pour gérer justement ces baisses de productivité, ces pics de créativité? Comment tu fais pour toujours être dans la stimulation sans pour autant te fatiguer jusqu'au burn-out? C'est simple, tous les matins, je me lève à 5 heures, je bois un jus de kiwi, ensuite je fais un peu de yoga, 30 minutes en général, puis je vais courir. Je prends une douche froide après. Franchement, une douche froide, c'est ce qui me permet. Non, non, en vrai, c'est une bonne question, d'autant que je vais dire la principale problématique que j'ai dans mon quotidien, c'est sur la gestion de mes réseaux pour me renouveler. T'as vu, je fais des réels du coup, des Mmh. reels. On m'a dit là récemment, on faut dire reels, pas réels. Je fais des reels sur Instagram, je fais des vidéos sur TikTok, je fais des vidéos YouTube. En fait, je me dis comment à chaque fois, il faut trouver un nouveau sujet pour conserver sa base d'abonnés, tu vois. Enfin, Mmh. pour intéresser les gens. Je sais pas, faut toujours faire la même chose. Donc, pour répondre à ta question,
très, très, très souvent, et ça, c'est pas un truc de life hack, machin. Des fois, genre, je suis dans mon lit, tu vois, il est 23h, minuit, et en mode, je suis sur complètement autre chose. Et là, je lis quelque chose et je me dis, attends, ça pourrait être lourd de fou, ça, comme prochain sujet de réel. Et plutôt que de me dire, bon, voilà, je vais y penser plus tard, hop, tout de suite mes notes, d'où le fait que j'ai 2100 notes, directement, j'ouvre mes notes et je le mets tout de suite. Donc, je vais me poser, je vais arrêter ce que je fais. Peu importe ce que je faisais, tant pis, c'était important. La créativité, en vrai, ça attend pas. Dans le sens où là, je vais avoir une idée, je vais être grave inspiré. Et à un moment, je vais me dire, bon, bah, il faut que je sorte mon Reels de la semaine. Putain, j'aime pas dire Reels, ça fait grave truc, je vais dire réel. Dis réel. Ici, c'est chez toi, tu dis comme tu veux. Je dois faire mon réel, genre j'essaie d'en faire un par semaine, et à un moment, des fois, je me pose et je me dis, vas-y, vite, je fais quoi? Et je peux rester 30 minutes, je vais rien trouver, ça va pas sortir. Et c'est pour Mhm. ça, Dieu merci, j'ai appris à me dire, bah vas-y, quand j'ai une idée, je le fais tout de suite sur place, je le note, et au moins après, j'ai un stock d'idées sur le long terme. Mais, euh, mais oui, en vrai, il y a forcément des baisses de créativité, forcément des baisses de productivité, et voilà, hein, ça fait partie du jeu, on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, il y a un truc que je me demandais, en fait, que je me disais, c'est que depuis le début, on n'a pas défini ce qu'était vraiment Delivered, je pense, et comment C'est les vrai. étudiants qui éventuellement nous écoutent peuvent l'utiliser. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait comment ça fonctionne? Carrément, c'était dans mes questions. Et je voulais aussi rajouter un truc. C'est quoi ton business model, ton modèle économique par rapport à Delivered? Comment ça Il y a marche du vite? bien de l'économie. Alors, Delivered pour la petite présentation. C'est la première plateforme numérique en France et application du coup qui permet à des étudiants en situation de précarité de bénéficier gratuitement d'un kit alimentaire et hygiénique livré directement à domicile. Sachant qu'on a étendu maintenant pour toucher tous les pans de la vie quotidienne, on fait aussi le vestimentaire et l'informatique, l'hygiène et la culture avec les livres. Donc voilà, c'est une plateforme accessible en ligne. Le principe, il est simple, hein. En fait, chaque soir, on récupère des invendus auprès de commerçants partenaires. On a des équipes qui tournent, tac, qui récupèrent, machin. On centralise dans nos locaux. Ensuite, on fait des kits. Et ensuite, ces kits, il y a des livreurs bénévoles qui viennent les récupérer et qui partent en livraison. Donc, on a notre flotte de véhicules. La plupart, ils viennent avec leur propre véhicule. Ils livrent et voilà. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. On a une vingtaine d'entrepôts en France. On est présent à Paris, Montpellier, Lyon, Grenoble, Le Havre, Toulouse, Strasbourg, Rouen, euh, et bientôt Rennes, Bordeaux, Nantes, Lille. C'est les 4 prochaines villes dans lesquelles on va ouvrir. Et voilà, sur les chiffres après, c'est un peu plus de. Les derniers chiffres que j'avais, faut qu'on actualise avec le rapport d'activité. On a un peu plus de 35 000 repas distribués, ce qui représente plus de 15 000 kits livrés. On a sauvé plusieurs dizaines de milliers de kilos de nourriture, plusieurs milliers de kilos de nourriture de la poubelle, donc d'invendus, etc. Et on est à peu près plus de 1000 sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'était pour la présentation. Et sur le fonctionnement, le business model, en gros, on a 3 types de partenaires. Ok, donc là, il faut savoir déjà que, de toute façon, ça, je pense, ça coule de source, hein. Il y a énormément de frais de partout. Les véhicules, on a des véhicules. Là, je suis dans un véhicule de l'assaut. On a les locaux, on a les assurances, on a les scouts, on a tout. Bref, enfin, les trucs quotidiens du fonctionnement d'une association ou d'une entreprise. Et donc, on a 3 types de partenaires. On a les partenaires qui nous aident en mécénat de compétences. Donc, qui vont apporter leur expertise, notamment Bouygues et d'autres. On a le mécénat en nature, donc ça va être Carrefour, Auchan, Monoprix, la chaîne Kaiser, machin, qui nous donnent leurs invendus. Et on a le mécénat financier. Et donc, eux, ils vont nous permettre de couvrir tous nos frais de fonctionnement. Donc là, c'est Nexity, Bouygues, Carrefour, la Banque de France, tout un tas de partenaires qui nous donnent des subventions. Et donc, là où eux ils y gagnent, parce que contrairement à un business model classique d'une entreprise, sur voilà, tu as un client ou un client qui va acheter un produit, derrière la contrepartie machin, eux leur contrepartie en vrai c'est sur l'image. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que ils ont un budget, les grosses boîtes, elles ont toujours un budget RSE qu'il faut qu'elles allouent à des initiatives solidaires, et nous on coche toutes les cases. Donc quand on va avoir une entreprise, normalement tac 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 tac, c'est carré. Derrière, on a aussi le fait qu'en termes d'image, elle récupère énormément parce qu'on a une grosse visibilité. Donc, on fait toujours des vidéos, on fait toujours des posts, on fait toujours des machins. Et eux, voilà, ils le font aussi de leur côté. Et ça leur permet de mettre en avant le fait qu'ils soutiennent une association de jeunes, machin. Et voilà. Donc, derrière, finalement, c'est gagnant-gagnant. Et nous, ça nous permet de fonctionner. Eux, ça leur permet de défiscaliser et de récupérer en image. Et ben franchement, chapeau, hein, putain, c'est
déjà tu pitches super bien et le Il a modèle pitché pour les JO quand même, hein. il est ultra stable et tout. Il a quoi, t'as dit? Il a pitché pour les JO, enfin, tu sais, pour, les 24, projets qui sont soutenus, OK, pour mais les JO. celui-là, j'ai fait de la D de ouf, j'étais vert, vraiment. J'étais fatigué ce jour-là pour la petite histoire, c'était pas moi qui devais y aller, c'était Chris parce qu'il y Ouais. avait 6 mois de pas 6 mois, j'abuse. Il y avait 6 semaines de préparation Mmh. avant et moi j'avais participé à rien du tout. J'avais dit: «Chris, franchement, prends le sujet parce que moi je peux pas, j'ai déjà 4 milliards de trucs». Donc Ouais. Chris, il a suivi le sujet. D'ailleurs, c'est lui qui apparaît dans la vidéo. Moi, en fait, j'avais été nominé parce que je suis le fondateur, donc c'était mon image, etc. Mais derrière, c'est Chris qui s'est occupé de tout. Et la veille, bon, Chris, en gros, sa femme, elle a eu, enfin, sa femme, elle a accouché, il a eu un enfant. Aigri. Mais pas la veille, mais peu de Oui, temps oui, avant. mais on est dans les jours de ouais. Il pouvait pas, à la dernière minute, il me dit, ouais, ça va être chaud et tout. Du coup, je lui ai dit, bon, voilà, J'y vais. appelle-moi. Tu vois, y a pas de galère, j'y vais. Ouais. Du coup, j'y vais, mais sauf que, vas-y, j'étais fatigué, je sortais d'un partiel en plus. Littéralement, vraiment, j'avais un partiel avant, j'avais fait une story et tout, j'avais pas envie d'y aller. Avant même d'y aller, j'ai fait une story, j'ai dit, j'ai pas envie d'y aller. Du coup, vas-y, j'avais pas de texte. La vie de ma mère que j'avais pas préparé de texte. Je vous jure, j'y vais comme ça, ouais, c'est un truc grave, machin et tout. Je vous jure, je suis allé sans texte. Et bah, au final, je l'ai pitié, tu vois. C'était pas dégueulasse. Mais il y a une phrase où j'ai buté, tu vois. Et d'habitude, j'aime bien quand ça coule, quand c'est fluide. J'aime bien pouvoir faire des blagues, tu vois, faire les choses Mmh, bien mmh, carrées comme il mmh, faut. mmh, 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 Là, mmh. j'ai senti que j'étais dans une des pires prestations, j'étais vert. Mais bon, Ça arrive, c'est les risques du métier. Ouais, carrément. En parlant de métier, toi, tu fais des études en droit, actuellement droit des assurances. Est-ce que tes études, elles t'ont aidé dans les 2 projets, donc le côté, communication, chaîne YouTube et compagnie et le côté Delivered? Est-ce que, tes études, elles t'ont aidé dans ces 2 projets, justement? c'est au centre de tout. J'aurais pas fait mes études, actuellement, j'aurais rien. Actuellement, je te jure, je serais à la cité, là. Je te parle archi sérieusement. On ne peut plus sérieusement. Mes études, ça a été mon guide, ça a été mon repère pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui. Et le jour où j'arrête les études, je suis perdu. Là, l'année prochaine, je finis mon master, mais je vais faire un autre master 2. Parce que les études, vraiment, moi, ça a été au centre de tout. Je te dis, c'est les études qui m'ont permis de m'émanciper d'un point de vue enfin, j'allais dire de ma condition sociale, pas encore, mais rien que juste de ma personne, je me suis émancipé d'un milieu et j'ai pu en intégrer un autre de par les études. Et les études, c'est incroyable. En vrai, bah déjà en termes de discipline, de ce que ça t'apporte sur ta capacité de travail. Enfin voilà, j'ai fait une prépa sur mon expression orale, mon expression écrite. Avant, j'arrivais pas à aligner 2 phrases. Honnêtement, parce que tu regardes ici et j'ai encore des tics de langage. Là, je parle avec vous comme je parle naturellement. Mmh, Quand mmh, je mmh. parle à un autre public, etc., je fais attention. Mais rien que l'intonation de la voix, le débit de la voix, le fait de mâcher des mots au lieu de dire parce que, puisque, les trucs comme ça, Mmh, tout ça, mmh, c'est des mmh, mmh. marqueurs sociaux de ouf. Et je m'en suis rendu compte, bah, quand j'ai fini mes 2 ans de prépa, j'ai souffert. C'était pas mon milieu, donc j'étais triste parce que j'avais pas d'amis, j'avais rien là-bas. J'ai gardé 0 contact avec les gens de la prépa parce que ce n'est pas mon milieu. Mais malgré tout, ça m'a énormément apporté. Et donc, pour en revenir à ta question, pour plus centrer, pourquoi ça m'a aidé? Parce que d'une part, les vidéos que je faisais sur ma chaîne, c'était en lien avec mes études et c'est ça Mmh. qui m'a permis de décoller. Je fais des vidéos depuis que j'ai 13 ans. J'ai jamais rien, jamais rien qui a marché, tu vois. C'est le Ouais. jour où j'ai commencé à faire des vidéos sur mes études que ça a Mmh. intéressé des gens. Donc, premièrement, grâce à ça. Deuxièmement, sur ma personne, ça m'a énormément donné confiance en moi. Avant de faire mes études, bah, honnêtement, tu vois, parler devant un public de 1000 personnes ou de machin, frère, tu vois, c'est compliqué, hein. Et c'est grâce aux études, c'est parce que j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit, en vrai, j'ai les capacités. Je suis arrivé là, j'étais nul. Je finis, je suis en tête de classe. C'est que j'ai travaillé, que c'est possible. Donc, si demain, j'ai pitché devant 0 personne, là, je dois pitcher devant 1000 personnes, je vais travailler. De la même manière que j'ai réussi à remonter ma classe, je vais faire la même chose ici. Donc voilà, pour ça, pour l'inspiration. Et troisièmement, quatrièmement, je sais pas, bref, voilà, pour ce que ça m'a amené aujourd'hui, quand je rédige des documents, des appels à projets, des demandes de subvention, des trucs, c'est moi qui les rédige parce que je sais, c'est carré dans ma tête. J'ai fait 2 ans, j'ai mangé 3 ans, j'ai mangé de la dissertation, des cols, des machins. Je sais exactement comment structurer la chose. Ça veut dire, et ça n'a aucun rapport avec, je sais qu'on peut le voir aussi dans la Startup Nation, les trucs, besoins, demandes, machin et tout. Là, c'est vraiment d'un point de vue, d'un point de vue de la rédaction, tu vois. Comment amener les choses, utiliser les bons chiffres, les bons indicateurs, je sais pas moi, Structurer son écrit, en fait, passer d'une simple pensée à des mots qui signifient quelque chose. exactement. Et le faire de manière jolie. Tu vois, je sais pas, tu vas utiliser des synonymes, tu vas utiliser tout à l'heure, bah, je rédigeais un mail là pour le taf. Je relis le mail et je me dis, c'est stylé. Tu vois, je suis content de l'envoyer, je suis fier de moi. Là, tu utilises des mots, bon, je vais dire un truc bateau en droit, hein, que tout le monde connaît tout, mais nonobstant, le fait que, bah, en vrai, tu vois, tu cales plein de petits mots comme ça et tout. Bonne structure de phrase, ta pensée elle est claire, c'est beau. La personne qui lit ton mail, elle se dit,
c'est carré. Tu vois, je sais où est-ce qu'elle va, c'est clair, c'est concis, c'est net, c'est bien dit. Mmh. Donc, ça inspire confiance. Donc, ouais, les études, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que j'aurais pas fait d'études, honnêtement. Et je dis pas que c'est pas possible, hein. Il y a plein de gens qui ont réussi sans les études. Maintenant, dire que, vas-y, Bill Gates, il a raté son bac ou je sais pas, un truc. Au bout d'un moment, ça y est, on sait que les études, c'est aussi ça, pour ce que ça t'amène, tu vois, c'est sur ta personne, ça te forme. Même si nonobstant le fait que ton futur métier, il a aucun rapport avec ce que tu as fait comme études, peu importe. Les études, ça t'aura appris à être discipliné, à être, voilà. Donc, Bon. ouais, Là, incroyable. je suis contente pour la première fois, on a un invité qui prêche la même paroisse que moi, donc je vais Ah, savourer ce moment. c'est ça. Voilà, on serre la main à distance maintenant, il y a quoi? Non, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, enfin, moi je suis beaucoup dans le marketing, etc. Et que en fait, quand tu fais des études dans le marketing ou business school, etc., les gens ils disent ouais, les études ça sert à rien, machin. Et en fait, ça m'énerve de fou parce que en fait, ils se rendent pas compte ce que ça peut leur apporter. Et moi, je suis cash, je leur dis, bah, en fait, si tu penses que les études, ça sert à rien, c'est que t'as choisi le mauvais master et que t'as choisi la mauvaise école. Et que les connaissances et les compétences qu'elles te fournissent ne sont pas à la hauteur de ce qui est attendu sur le marché. C'est cash, ça triste, ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est réel. C'est réel. Mais en vrai, tu vois, par rapport à ce que tu dis, je suis grave d'accord avec toi, tu vois. Et franchement, ça me fait bizarre de dire ça parce que moi, et puis tu le sais, j'ai un discours et j'ai envie de détruire l'école. Vraiment, j'aime pas du tout l'école, tu vois, et j'ai vraiment du mal. Mais en fait, là où je pense qu'il faut nuancer les choses, c'est que il y a la partie école pour ce qu'elle t'apprend par rapport à tes cours, etc., les matières que tu vois, et il y a la Ouais. partie école par rapport à tout ce que tu viens de citer sur l'évolution de la personne, tu vois. Et je Ouais, pense que voilà. ça, c'est deux choses que l'école peut t'apporter. Et sur la partie cours, moi, je change pas de sujet. En vrai, peut-être parce que j'ai fait le mauvais master, ou peut-être parce que ce que j'ai appris en travaillant, je l'ai, enfin, en fait, en bossant, j'ai vu 1000 fois plus de choses qu'en allant à l'école, tu vois. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, l'école, je pense, j'ai trop du mal avec. Mais sur la partie de ce que tu viens de dire sur l'évolution de la personne, ben, en fait, t'as trop raison. Franchement, là, je peux que m'incliner en vrai. Ok, ok, l'école, ça sert à quelque chose. Je le dis, voilà, c'est officiel. Mais non, mais je rejoins totalement ce que tu dis, dans le sens où je pense qu'on a un retard en France sur la pratique, allier pratique et théorie. Tu vois, Ouais, de fou. l'alternance, en vrai, aux États-Unis, les autres, alors je suis pas un fervent défenseur, globalement, j'aime pas les États-Unis, mais voilà, c'est vrai que sur cet aspect-là, effectivement, on est un peu en retard parce que voilà, l'alternance, la pratique et tout, c'est important quand même. Tu vois, tu arrives sur le marché du travail, peu importe que tu sois surdiplômé, ce que tu as vu en cours, tu vas utiliser. Il y a des études qui montrent que parmi tout ce que tu as vu en cours sur les 5 ans, par exemple, tu vas utiliser que 10% dans ta vie, enfin, dans ton travail, parce que, en fait, tu vas faire une chose, tu vas être ultra spécialisé dans cette chose et tu vas répéter toute ta vie la même chose, enfin, dans le cadre de ton métier. Et c'est pour ça que la pratique, c'est aussi super important et que tu peux apprendre beaucoup plus par la pratique que par les deux. Moi, je pense que les deux, en vrai, c'est bien. Tu vois, alternance, je trouve que c'est carré. Faut Ça, Totalement. combiner, en fait, ouais, carrément, faut trouver le juste milieu qui fait que c'est la formule gagnante, en fait, tu vois. Donc l'alternance, en fait, clairement, ça peut être le bon bail, ouais. Et je rajouterais même, moi, mes 3 premières années d'études, aujourd'hui, j'ai fait de la biologie, de la nutrition et de la nutrition sportive. ok. Aujourd'hui, je suis en marketing, ça veut dire, j'utilise Ah ouais, absolument pas. Ouais, je te parlerai de mon parcours plus tard, mais j'utilise absolument pas mes connaissances, tu vois? Mais si j'avais ouais. pas fait ce parcours-là, aujourd'hui, je travaillerais pas dans la start-up dans laquelle je suis aujourd'hui, tu vois? Donc en fait, il faut arrêter, je pense qu'il faut pas aussi voir les connaissances de manière très brute et en mode: «Vas-y, ça, de toute façon, qui a déjà utilisé un compas ou le théorème de Pythagore ou enfin, faut pas voir les choses comme ça, genre, faut voir un peu l'effet domino, en fait, que, une première connaissance, des acquis peuvent te permettre d'accéder à d'autres choses et cetera et t'ouvrir d'autres portes. Faut voir ça comme un trousseau de clés plutôt que, une clé de manière, séparée, isolée. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je suis d'accord, exactement. C'est ça. Hem, tu taffes beaucoup, tu as beaucoup d'opportunités, tu as un réseau de fou maintenant. Tu dis dans certaines de tes vidéos que tu es passé, de 100 contacts dans ton téléphone à plus de 800. C'est bien Aujourd'hui, j'ai fait mes devoirs, on fait ses devoirs ici, d'accord? Hem Quelle opportunité professionnelle aujourd'hui, tout ce que tu fais, que ce soit du côté de la communication, d'ailleurs je crois que tu as un petit projet en communication derrière. Hem, donc ce côté communication et ce côté, président d'association, qu'est-ce qu'aujourd'hui professionnellement ça t'apporte dans la construction de ta carrière professionnelle? Ok, tu sais ce que je suis en train de chercher là? Depuis tout à l'heure, je cherche mon téléphone. J'ai envie de vous montrer mon LinkedIn. Parce que vous avez la vidéo, les gens qui nous écoutent, non, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Bref, et j'ai envie de vous montrer mon LinkedIn parce que, dis-toi, rien que la semaine dernière encore, j'étais Ouais. démarché par, je sais pas si vous voyez Wavestone, c'est une boîte Moi, j'ai de pas. conseil. Et donc ouais pour intégrer leur tout dans.
ça n'avait aucun rapport, hein, pour intégrer leur département transformation digitale. En gros, c'est une boîte de consulting qui est bien réputée et très connue. Et voilà. Et pour te dire, ça n'a strictement aucun rapport. Et pourtant, ils m'ont démarché sur ça. Je suis en master 2 de droit des assurances. Et vraiment, j'ai oublié un peu la question initiale, mais quelles opportunités ça m'a ouvert? Bah, plein de fous. Aujourd'hui, en vrai, je sais que par exemple, si j'arrête là tout de suite mes études, genre, je sais pas, sans trop m'avancer, je pense que je peux rentrer, je pense que je peux rentrer chez Boulanger, par exemple. Parce que j'entretiens des relations particulières avec avec Nadège. Et je pense qu'en vrai, si vraiment je lui explique le projet, je lui dis, voilà, j'ai vraiment envie de rentrer dans la fondation Boulanger, de machin et tout, je pense que ça peut se faire. Donc, les opportunités, elles sont, bah, même, j'ai rencontré le PDG de Pepsi. Ça remonte un peu. Il m'a dit, ouais, franchement, bah là, dès que tu finis tes études, en vrai, reviens vers moi et tu peux intégrer Pepsi, on trouvera une place, un truc. En vrai, voilà, c'est des trucs, c'est incroyable. Donc, ouais, ça m'a ouvert trop de portes. C'est un truc de ouf. Même, je réfléchis en termes en termes de démarchage LinkedIn, j'ai beaucoup d'opportunités. Et après, je pense que bah, je suis rentré chez Zurich, donc il y a d'autres opportunités encore qui se sont offertes à moi. Et je pense que sur le CV, c'est un atout indéniable. De part, bah, déjà, ça témoigne de certaines qualités, enfin certaines compétences, on va dire plutôt. Et en même temps, voilà, ouais, non, j'ai beaucoup d'opportunités. C'est vrai. Bénef. Ah, putain, j'ai pas que les gens ils me portent l'œil là. Ouais, écoutez le podcast. Mais non, modérément. Non, en vrai, j'ai pas trop d'opportunités, en vrai. Non, Ah, tranquille, ici, c'est que dans la bien. bienveillance et ton porte pas l'œil. C'est ouf ce que tu me dis, mais vraie question, est-ce que toutes ces opportunités, le fait que tu aies construit, j'ai envie de dire une association, c'est une start-up le truc, et que tu travailles dans une grosse entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, vraie question, ça t'aide à savoir ce que professionnellement tu veux faire de ta vie? Alors, j'ai envie de te dire non d'un côté, oui d'un côté. Euh, alors, oui, ça m'a. En fait, non, oui, totalement. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire. En vrai de vrai. Simple. D'un côté, j'ai vu ce que je voulais pas faire. Je dirais pas pourquoi, comment et tout, on sait jamais. Et Mmh, j'ai vu en mmh même temps ce que je voulais faire. Donc, disons que c'est ça qui m'a. Et je sais que l'année prochaine, bah, je continue mes études dans un domaine particulier, etc. J'attends que ça se fasse encore pour voilà. Mais mmh. c'est lié à l'association. Donc ouais, en vrai, ça m'a. Bah, en fait, c'est un processus naturel. Hein. J'ai vu ce que j'aimais faire dans l'asso, j'ai vu ce que j'aimais pas faire, j'ai vu ce que j'aimais faire au taf, j'ai vu ce que j'aimais pas faire. Derrière, ça me permet de faire un petit mélange de tout ça et de me dire, OK, j'aime ça, ça, ça et ça. C'est quoi les métiers où on fait ça, ça, ça et ça? Après, dans chaque métier, bien sûr, il y a une partie qu'on n'aime pas, c'est obligatoire. Mais Oui. globalement, au moins, j'ai pu comprendre quels étaient les domaines qui m'intéressaient. Et derrière, ouais, ça m'a permis de comprendre aussi qui j'étais, je pense. Enfin, j'abuse. Après, t'as vu, là, je retombe dans les trucs un peu, voilà, discours, ah ouais, j'ai découvert mes limites, mes trucs. Bon, oui, c'est vrai d'un côté, mais en même temps, voilà, c'est juste que c'est logique. C'est comme tout parcours, comme tout cursus. Tu apprends à te connaître et tu vois un peu, bah voilà, tes limites, tes trucs, et derrière, ça te permet de savoir ce que tu veux faire. Bah, on arrive bientôt sur la fin, il nous reste genre, 2-3 questions pour finir de te cuisiner, sur cet épisode. Et Yoann, on voulait savoir, pour toi, c'est quoi la définition d'un étudiant entrepreneur? En rapide. La définition d'un étudiant entrepreneur. On te demande pas de citer un article du code civil, là, c'est tranquille. Alors, 240 du Code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et parallèlement à ça, je peux vous donner les statistiques KPI de... Non, je rigole. Non, en vrai, étudiant entrepreneur, c'est une personne qui va faire ses études tout bonnement et qui à côté va s'essayer à un projet, peu importe lequel, tu vois. Ça peut être... Moi, en fait, tu sais que... Vraiment, désolé, je réponds pas à la question, mais tu vois, j'avais du Vas-y, mal au vas-y. départ avec le concept d'entrepreneuriat. Genre, moi, je me considère pas comme un entrepreneur. En vrai, j'aime pas le milieu de la startup nation, tout ça. Vraiment, j'aime pas. C'est pas des trucs j'aime pas les codes, j'aime pas le truc, j'aime rien de tout ça. J'ai envie de rester le plus à l'écart de tout ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai appris avec le temps, les gens, ils me disent, bah, en vrai, si, c'est de l'entrepreneuriat, tu vois. Et vas-y, maintenant, en vrai, si, ouais, je suis un entrepreneur, mais toujours, j'aime pas ce terme. Je trouve, c'est péjoratif, limite. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y en a qui me diront, ouais, je t'abuse, frère, comment ça, c'est un truc. Mais c'est juste que l'image qui est associée derrière, ces trucs, c'est un peu négatif, selon moi, sur les valeurs et tout. Moi, j'ai pas créé une start-up. Moi, j'ai créé une asso. Moi, j'ai envie d'aider les gens. J'ai pas envie de faire de l'argent. Après, j'ai envie de faire de l'argent en parallèle, bien sûr, comme tout le monde. Mais deux objectifs qui sont différents. On vit le truc de manière différente. Et c'est pour ça que c'est pas la même chose. Donc, oui, sur les faits, je suis un entrepreneur parce que ça demande plus de temps, de trucs, de machin, même que certaines startups. Mais voilà, c'est pour ça que...
Mais c'est pour ça aussi qu'on a créé le podcast, c'est pour que l'image qui ressort du terme d'entrepreneur ne soit pas figée et qu'elle Ah, puisse OK. représenter je vais jamais réussir à le dire. Oh! La multiplicité des profils. Donc on a du vocabulaire. La multiplicité des profils qui peut exister dans l'entrepreneuriat et tous les types d'entrepreneuriat qui peut exister, notamment Mmh. chez les étudiants qui révolutionnent, j'ai l'impression, un peu ce côté-là. C'est vrai qu'il y a une disparité dans les profils, d'étudiants. Je voulais juste dire qu'il y a disparité, voilà, pour moi. Non, non, effectivement, c'est une bête de remarque et c'est archi lourd que justement vous participiez à montrer, bah, tout simplement que ouais, il y a pas une seule image et un seul, type d'entrepreneur. C'est ouais, non, c'est lourd de ouf. Je Hétérogénéité, c'est bon, j'ai réussi. T'as réussi, bien vu. Je me fais porte-parole de ce nouveau type d'entrepreneur. Voilà, très bien. Parfait, Nickel. on prend nickel. Autre question pour toi avant de te laisser. Si demain je te ramène une personne qui est complètement perdue, qui se dit je veux me lancer, j'hésite, je sais pas quoi faire, tu lui dis quoi? Un conseil, juste un. Juste deux mots, lance-toi. En vrai, lance-toi dans le sens, faut être en action. En fait, tu perds plus de temps à dire, ah, je sais pas par où commencer, hein, que tenter des choses. Après, oui, tu vas peut-être perdre en efficacité, en tout ce que tu veux, parce que tu vas pas faire les bons process et tout. J'ai perdu en efficacité. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, on n'est pas présent dans 9 villes en France? Si. Donc, j'ai appris, tu vois. Enfin, en vrai, il n'y a pas de reçu, de recette, tu vas arriver, tout va être parfait, ça n'existe pas. Il faut que tu apprennes de tes erreurs. Donc, lance-toi, fais quelque chose. Je sais pas, demain, tu veux ouvrir une chaîne YouTube, fais une vidéo. Même si la vidéo, elle est nulle, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, fais une vidéo. Prochaine vidéo, tu rajouteras un peu de montage. Tu veux créer une entreprise? Commence à rédiger les statuts. Un jour, pose-toi devant ta feuille, prends un modèle et commence à regarder. Ou je sais pas, commence à faire un business model, n'importe, mais juste sois dans l'action. Plutôt que de dire je sais pas par où commencer. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Je sais pas par où commencer. Tu vas sur Internet. Internet, c'est puissant de fou. T'as tout ce que tu veux sur Internet. C'est-à-dire, si tu sais pas par où commencer, bah regarde sur Internet par où comment créer ça et tu te lances. C'est un tempérament. En vrai, il y a pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Ouais. T'as vu, ça c'est un truc vraiment. Aujourd'hui, il y a le truc de ouais, j'ai envie d'être mon propre patron, j'ai envie d'être entrepreneur. C'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Clairement. Faut aussi avoir ce truc-là et tout. Donc, pour moi, une personne qui déjà se pose ces questions, c'est pas bon. C'est qu'en vrai, et on va pas t'apporter tout sur un plateau. T'es entrepreneur, tu dois aller chercher les choses, tu dois aller truc. Donc, si déjà au stade de par où commencer, t'es en difficulté, tu peux être en difficulté, mais va chercher les réponses. Putain, ça fait grave hautain, bizarre un peu ce que je dis. Alors pas du tout, hein. Tout le monde peut machin, mais c'est juste que voilà. Franchement, je pense que je me suis pas posé ces questions-là. Et en vrai, faut juste être dans l'action. Voilà. Non, mais parce que je comprends ce que tu veux dire, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans les quartiers de banlieue, même dans certaines zones, tu vois, tu vas avoir, même pas dans les quartiers, en vérité, tout partout, tu vas avoir un tableau, une description de l'entrepreneuriat qui va être fait et qui va être complètement factice, qui va être fausse, du moins qui va pas être réaliste, tu vois. Et je pense qu'il faut arrêter de embellir et tout ce côté-là dans l'entrepreneuriat et juste dénoncer les avantages et les inconvénients de cette situation et d'être assez honnête pour se dire bah en fait c'est peut-être pas fait pour tout le monde et ok C'est ça. c'est pas t'as pas envie d'avoir un patron parce que tu supportes pas la hiérarchie, mais ça veut pas dire que tu peux supporter l'entrepreneuriat et c'est juste la triste réalité de la vie professionnelle. Clairement. Et après, moi, peut-être que ce que je vais dire, c'est pas très subjectif parce que moi, je suis fan enfin, j'adore entreprendre, découvrir des projets, etc. Mais même si c'est pas fait pour tout le monde, j'inviterai quand même tout le monde à tester au moins une fois. Pas forcément de créer le nouvel Apple ou tout ce que tu veux, tu vois, mais de lancer un petit truc à côté. Parce qu'en vrai, moi, ça m'a tellement apporté que je pense que ça peut apporter énormément de gens. Et après, si ça te plaît pas, ça te plaît pas, c'est pas pour toi, t'entreprends pas, c'est pas grave. Va trouver un job, sois salarié. C'est Ouais, fine, tu vois, c'est ok, en vrai, y a pas de problème, tu vois. ouais, Mm. Y a pas de problème. c'est vrai. Et bah, sur ces belles paroles, on arrive sur la fin. On a juste une dernière question pour toi. Où est-ce qu'on te Yes. retrouve? C'est quoi les réseaux? Ah, alors sur Instagram, YOVA, le chiffre 2 et N. Sur TikTok, parce que je voulais pas qu'on le trouve facilement, parce que c'est un autre contenu, IOVA, le chiffre 2 et N. Sur LinkedIn, YOVANN sans chiffre pigeonné, PIGENET. Et sur YouTube, YOVA2N, comme Instagram. Et voilà, c'est tout. On mettra Et tous bah, les liens en parfait. barre d'infos comme d'habitude. Comme d'hab. Comme C'est d'hab. carré, Parfait. ça fait plaisir de ouf. Merci Let's beaucoup, go. Yovan. C'est trop cool, en vrai. Merci pour tout. Merci à vous pour l'invitation. Vous êtes des cracks. Merci. Franchement, c'était un plaisir. Les questions étaient pertinentes. Et de toute façon, je kiffe de ouf parler. Donc voilà, c'était lourd de fou. Et c'est très propre ce que vous faites. J'aime beaucoup. Donc force et au plaisir de pouvoir échanger, même indépendamment de tout ça, sur la stratégie, etc. Il n'y a aucun problème. Même Avec si je peux vous plaisir. dire la fin.
façon, je partagerai. Merci. Voilà. Merci Trop énormément. Merci à tous. Merci à vous. Ciao. Gros bisous. Ciao. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. On adore échanger avec nos auditeurs, donc si t'en as envie, t'as nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.